Bonjour à tous, bonjour. Merci à tous d'être là. Donc moi je suis Samuel, le président d'RDVC. Je suis avec Marion, qui est la présidente de Tribun, l'association d'éloquence de Sciences Po. Donc voilà, bienvenue pour la deuxième édition du concours d'éloquence entre TBS et Sciences Po. La première édition avait eu lieu l'année dernière et c'est Sciences Po qui l'avait remportée. Voilà, mais cette année, donc tout est relancé. Voilà, on a des participants qui sont très très motivés pour défendre chacun la coupe qui reviendra au vainqueur. Donc très rapidement, comment va se dérouler le concours? Il y a 5 sujets qui vont être débattus par 5 orateurs des 2 écoles respectivement. Et une joute, la joute qui sera au milieu donc, du concours. Et la joute, ça va être les 2 orateurs des 2 écoles qui vont parler en même temps sur le même sujet. Voilà. On a un jury professionnel qui va nous permettre de délibérer et de choisir quelle école gagnera ce concours. Le jury est composé donc, de maître Florence Jam, maître Olivier Prade et monsieur Vincent Gray. Donc voilà, on peut déjà les remercier d'être là et les applaudir. Alors, vous n'êtes pas seulement spectateur de ce concours, parce que, avant chaque passage d'un orateur, on va vous demander de donner un mot que l'orateur va devoir obligatoirement mettre pendant son discours. Donc soyez inventifs. On compte sur vous. Alors surtout, restez jusqu'à la fin du concours. Restez jusqu'à la fin du concours parce qu'il va y avoir un show de pom-pom girl, une bataille de pom-pom. Entre les pom-pom de TBS et les pom-pom de Sciences Po. Ben voilà, je pense qu'on est prêt pour commencer. Donc bon concours d'éloquence, bon courage aux participants. Et place au débat. Et donc le premier sujet traité va être le Père Noël est-il de gauche? Et on va d'abord demander à Clément Lemaire de TBS de venir sur scène. Et on va demander aux étudiants de Sciences Po de nous donner un mot qui va être imposé à Clément. Donc voilà, il y a le micro qui circule. Est-ce qu'il y a des idées de mots, un mot qui ressort? Soucoupe. 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 Oui, soucoupe. Allez, on y va. Tu y vas quand t'es prêt, Clément. Bonsoir à tous. Il y a un chrono. C'est parti. Très bien. Afin de ne pas répondre bêtement à cette question, et de ne pas apporter une réponse dénuée de sens et de réflexion, j'aimerais que nous déterminions ensemble qu'est-ce que c'est la gauche. Alors, premièrement, selon le Larousse, qui est quand même un dictionnaire assez fiable, quelque chose de gauche, c'est quelque chose qui n'est pas droit, du fait d'une torsion volontaire ou accidentelle. Exemple, une planche gauche. J'aimerais ici faire appel à vos souvenirs d'enfance quand vous y alliez prendre des photos avec le Père Noël. Moi, ce que j'ai toujours trouvé frappant à cette époque, c'est quand même que le Père Noël, c'est le symbole de l'accro, d'être accro à la bière et au McDo. C'est-à-dire que moi, personnellement, le Père Noël, je ne l'ai jamais vu debout, toujours assis. Et même si par chance, l'un d'entre vous l'a déjà vu debout, vous ne l'avez jamais vu droit. À la limite, vous l'avez déjà vu cambrer, vous l'avez déjà vu contorsionner, mais vous ne l'avez jamais vu droit. Ce qui prouve qu'à première vue, le Père Noël possède un petit côté gaucho. Mais deuxièmement, toujours selon le Larousse, quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui est maladroit, malhabile, emprunté. Exemple, un geste gauche. J'aimerais prendre ici l'exemple de 2 enfants. Disons Jean-Eudes, issu des beaux quartiers de notre capitale, et Karim, issu d'un HLM situé en périphérie de Quimper. Jean-Eudes reçoit traditionnellement ses cadeaux à Noël. Karim, quant à lui, fête l'Aïd. Mais le plus important ici, c'est quand même le Père Noël. Qu'est-ce qu'il fait le jour de Noël, le Père Noël? Eh bien, il enfile son manteau rouge, ses bottes, il quitte son chalet pour monter dans son traîneau, qui fait office de soucoupe volante, et puis il monte dans son traîneau, 100% écolo,
dont même les excréments de ces rennes sont 100% biodégradables, en participant à la même occasion à la création de compost. Bref, le Père Noël parcourt le ciel jusqu'au bout de la nuit, approchant les cheminées de celles et ceux qui croient en lui. Mais pas que. Dans un élan profond de laïcité, après avoir déposé la Merco flambant neuve de Jean-Eudes, notre beau Père Noël se déplace jusque la maisonnée de Karim, car il ne l'a pas oublié, mais aussi car l'esprit de Noël consiste en le fait de chérir tous les enfants, tristes et malheureux sur Terre. Le Père Noël semble dès lors si maladroit que l'on pourrait tous, en compagnie de Manuel Valls, en déduire qu'il est islamo-gauchiste. Mais finalement, comme nous l'enseigne le Larousse, la gauche se dit de toute partie du corps qui, pour tout individu, est située du côté de son cœur. Exemple, l'œil gauche. Essayons ici de voir plus loin que cette ébauche de définition. Essentiellement, ce qui fait partie de notre cœur, de notre corps, de notre être, de notre âme, c'est l'égalité, c'est la justice sociale, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Entre nous, personnes qui votent à droite sont seulement celles qui ont consciemment renié ces valeurs humaines. Mais le Père Noël, en prônant l'égalité, en prônant la solidarité et la fraternité, au plus profond de son âme, au plus profond de son être, au plus profond de son corps et de son cœur, prouve qu'il est un homme de gauche. Cependant, j'ai une question un petit peu plus terre à terre et plus sérieuse à vous poser. Quel est le principal point commun entre Benoît Hamon et le Père Noël? Tout simplement, chez l'un comme chez l'autre, les hommes n'ont pas besoin de travailler. Il leur suffit juste d'être sages pour, d'une part, recevoir des cadeaux à la fin de l'année, et d'autre part, recevoir un salaire mensuel garanti à vie. Mais d'autre part, il est important de souligner la finalité du Père Noël, car bien qu'il soit l'archétype représentatif de notre société de consommation de masse, sa finalité, ce n'est pas le profit, c'est avant tout le bonheur des gens, mais c'est également ce que véhiculent le communisme et le socialisme. Regardez-moi, avant de faire une prépa, je me disais, Karl Marx, c'est comme le Père Noël. C'est beau, c'est rouge, c'est magnifique, c'est réalisable. C'est comme les phalanstères de Charles Fourier, c'est applicable. Mais en définitive, au début de nos vies, quand nous sommes encore des enfants dénués d'esprit critique, à défaut d'être fictifs, on a envie de croire en leur réalité, au Père Noël et à la gauche. Mais une fois arrivés à l'âge des désillusions, on se rend compte qu'ils relèvent tous deux d'une utopie mensongère et que même si, en grande partie, nous avons envie qu'ils subsistent, nous savons que ni la gauche, ni le Père Noël n'existeront jamais. Le Père Noël est donc de gauche, car tous deux n'existent pas. Merci pour... Merci Clément. Maintenant, on va accueillir sur scène Gabriel, qui représente Sciences Po et qui va défendre à la négative ce même sujet. On va demander du coup à TBS un mot qui va compliquer la tâche. Courgette? TBS, un mot pour Sciences Po. Qui a un mot? Qui a un mot? Palindrome. Palindrome. Mais de l'autre côté, c'est moins plein pour Sciences Po, mais c'est normal. Quand même bien. C'est normal. Là, il marche là. 1, 2, oui, très bien. Le Père Noël est-il de gauche?
Telle est la question navrante à laquelle on m'a demandé de répondre ce soir. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, honorables contradicteurs, ce qui m'attriste dans cet énoncé n'est pas tant l'ineptie de la positive que la persistance de l'interrogation. Il est en effet terrible qu'en 2017, il faille encore se justifier des mêmes arguments contre ce Manuel Valls de fin d'année, qui n'a de gauche que la couleur de la veste. Car soyons clairs, le Père Noël n'est pas et n'a jamais été de gauche. Le Père Noël, né au milieu du 19e siècle, c'est tout à la fois l'ancienneté de la marque Lafarge, l'esprit de conquête de Microsoft et la mentalité sans cesse renouvelée d'une start-up. À la limite du respect du code du travail, il précarise les emplois de centaines de lutins à des horaires indéfinis. Jaloux de ses secrets comptables, il ne révèle jamais d'informations sur la marchandise qu'il traite. Qui, aujourd'hui, connaît le prix de ses cadeaux? Qui, aujourd'hui, serait capable de me dire le nombre exact de serres en circulation? Personne, c'est bien ce que je disais. D'ailleurs, si sa politique novatrice de livraison en 24 heures partout dans le monde en fait l'une des meilleures que le monde ait jamais imaginées, elle est aussi une source inépuisable de dumping social. Ce qui est devenu la marque Père Noël peut ainsi tenir de tout, sauf du projet philanthropique. Au fil de son histoire, elle a écrasé la concurrence. Tante Harry, les Saturnales, Gargane et toutes les autres croyances païennes ont ainsi été réduites au silence par l'agressivité commerciale de Saint-Nicolas de Myre. En pratiquant à l'extrême la segmentation de marché, allant de la mandarine à l'iPhone 10, le bon Finlandais s'est assuré le monopole de son activité presque indétrônable. Si vous n'achetez pas chez vous, le père Fouettard s'occupera de vous. On admettra que ce n'est pas tellement une valeur de gauche. En bon patron, le Père Noël a en fait compris avant tout le monde que pour que les parents dépensent, il fallait d'abord cibler les enfants. Du coup, son atelier, sa multinationale, ont entrepris de placer tout leur marketing en eux. On est même allé jusqu'à établir un partenariat avec Coca-Cola. Quel humaniste, je vous le demande, quel homme de gauche aurait eu l'idée de s'attaquer aux esprits les plus vierges et les plus naïfs dans l'idée de faire chaque année encore plus raquer les plus vieux, les plus pingres et les plus suspicieux. En 2014, le chiffre d'affaires lié à la marque Père Noël en France s'était élevé à 65 milliards d'euros. Évidemment, les bénéfices sont placés sous silence. Et quand on demande au Père Noël où est-ce qu'il déclare cet argent, il nous sera répondu avec un sourire « Dans un pays lointain et magique. Quelque part là-bas en Laponie, où les gens utilisent encore les palindromes. » Vous me répondrez alors pour le défendre qu'il ne travaille que 2 jours par an. C'est exact, mais est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler à tous les nains qui bossent pour lui les 11 autres mois de l'année en attendant sa généreuse tournée? En plus, considérez bien que nous sommes 7 milliards d'individus sur notre planète. À raison de 35% de personnes mineures et de 70% de parents en activité, ça fait quand même 5,5 milliards de personnes qui seront potentiellement ses clients. Alors, vous aurez constaté que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, parce qu'en fait, je simplifie pour que mes amis de Sciences Po puissent comprendre le raisonnement. En enlevant les pauvres, ça fait quand même encore 3 milliards de personnes. Et même avec ça, s'il ne passe qu'1 minute par appartement, ça fait 50 millions d'heures, soit un revenu brut qui serait assez indécent de citer en public. En fait, pour bosser autant, il n'y a que 2 solutions. Soit on est un très gros libéral, soit on est Pénélope Fillon. Mais le bon Nicolas n'est pas que cynisme. Son parcours est aussi la véritable success story d'un self-made man. Et oui, je suis bilingue. Preuve vivante que l'esprit d'initiative prôné par notre cher président Macron n'est pas à railler dans notre monde. En vérité, l'image de la marque Père Noël se suffit à elle-même pour nourrir sa croissance. Même si ça ne marche pas, l'alternative ne sera jamais prise en compte. Offrir un cadeau en décembre, c'est un petit peu comme utiliser Linux. Une entreprise suicidaire vouée à rester incomprise dans le silence de tous. Alors, le Père Noël penche-t-il à gauche pour répondre finalement à la question? Sans doute. Mais il pencherait aussi à droite. Et puis à gauche. Et encore à droite. En fait, sur son hamac, le Père Noël savoure le succès de son entreprise commerciale.
Et il se demande sans doute quelles seront ses prochaines conquêtes. Et en vérité, quoi qu'on en pense, ça reste quand même une belle ordure. Merci Gabriel. On va passer maintenant au deuxième sujet qui est quand un philosophe me répond, je ne comprends plus la question. Voilà. Et on va d'abord appeler pour TBS François-Marie. Et on va tout de suite passer parmi vous pour le mot. Non, les candidats. Quelqu'un pour le mot? Quelqu'un dans le public? Paupérisation. Paupérisation. La paupérisation. Courage. C'est quand je veux. Eh bien, tout d'abord, bonjour chers tous. Bonjour mesdames, messieurs les jurys. Et merci à vous. Parce que vous m'avez comblé aujourd'hui. C'est un sujet qui tombe parfaitement à point. Aujourd'hui, une grande école de commerce, Toulouse Business School, défie les sophistes, les sciences-épistes. Alors, ça tombe à pic quand même. Ce jour où les commerciaux, les financiers, les épiciers, les vulgaires êtres terrestres que nous sommes, en fait, une sorte de plèbe pour ces gens de la haute société. Aujourd'hui, nous faisons notre rencontre du troisième type. Oui, à Sciences Po, les réponses de philosophes, ils connaissent. Ils savent ce que c'est. Et ils sauront les défendre. Parce que parfois, même souvent, ils nous les donnent. Alors, au départ, cher public et cher jury, j'imagine que vous vous êtes un peu inquiétés à mon égard en vous disant que peut-être j'étais désavantagé. Oui, il est beaucoup plus valorisant que de dire non, la philosophie, moi je comprends. Moi, évidemment, je ne suis pas un culte. Lorsqu'un philosophe m'explique eh bien, ce que je dois comprendre, il est évident que je ne suis pas perdu. Je ne suis pas en train d'essayer de me rappeler, mais qu'est-ce que je vais demander déjà? Eh bien, non. Non, je ne suis pas particulièrement sot, du moins je ne le crois pas. On est quand même à TBS ici. En fait, le problème, c'est que le philosophe est mort. Le philosophe n'existe plus. C'est très récent, ça tient à notre époque contemporaine. Aujourd'hui, comble pour le philosophe, il est le sophiste des temps modernes. Il est presque comme l'homme politique. Alors, c'est bien beau d'affirmer, mais on n'est pas ici pour ça, on est là pour expliquer, c'est un concours d'éloquence ici. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit, une plèbe assez huppée quand même ici. Alors comment est-ce que nous pourrions expliquer que nous, qui savons compter quand même plus que jusqu'à 10, nous ne comprenons pas lorsqu'un philosophe eh bien, répond à notre question? Alors au tout début, je me suis dit, bon, peut-être que tout simplement, le philosophe, comme il est un peu au-dessus de nous, eh bien pour lui, rien n'est simple. Là où nos petits cerveaux pensent que 1 et 1 font 2, pour lui, ce n'est pas cela. Tout est perpétuel questionnement. Parce que j'ai une grande estime des philosophes. D'ailleurs, ça se vérifie assez facilement. Essayez de questionner un philosophe sur quelque chose d'un tant soit peu spirituel, demandez-lui... demandez-lui, est-ce que philosophe, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Bon, vous connaissez tous la réponse, c'est assez long. Ouais. Ouais. Une grande dégradation dans la philosophie, finalement. C'est dommage. C'est dommage, vous n'aurez pas de réponse, vous aurez une multitude d'autres questionnements abracadabrantesques,
ubuesques, des élucubrations, mais pas la réponse à votre question. Mais pourquoi? Pourquoi tous ces raisonnements pour finalement aucune réponse? Pourquoi la bourse a-t-elle eu le temps de tourner 2 fois sans que vous n'ayez eu le temps de tirer aucun profit? Alors j'ai creusé la question et je me suis rendu compte qu'il fallait synthétiser ce qui nous sépare des philosophes. Pourquoi nous, simples mortels, sommes-nous si différents de ces êtres supraterrestres? Eh bien, là où nous, simples mortels, vous et moi, eh bien, lorsqu'on nous pose une question, nous donnons notre réponse et nous indiquant tout bonnement eh bien, le chemin le plus rapide pour arriver à l'objectif recherché. Eh bien, le philosophe, lui, vous donnera une multitude de chemins à suivre qui ne mèneront pas à votre salut. Et puis, il vous les détaillera, les uns après les autres. Voilà. Si Socrate savait qu'il ne savait pas, ce qui faisait de lui, c'est certain, un philosophe, eh bien le philosophe moderne, lui, a ce nouveau talent qu'il saura vous faire oublier pourquoi vous vous êtes aventuré à venir le questionner. Alors apparemment, le mot n'a pas été placé. Je l'ai oublié, en fait, je trouve que c'est dégradation. Mais oui, c'est la paupérisation de la philosophie aujourd'hui. En tout cas, merci pour le discours. Maintenant, on va accueillir Camille Banyuls sur le même sujet, du coup, à la négative, qui va finalement nous défendre que quand un philosophe lui répond, elle comprend toujours la question. Et du coup, pour le mot, côté TBS, au milieu. Qui pour un mot? Clément, quelque chose? Acrimonie. Acrimonie. Mais je sais pas ce que ça veut dire, donc... Mécontentement. Acrimonie. Comme dans la perspective lacanienne, la répudiation du corps maternel est, pour Abraham et Torok, la condition de la signification de l'intérieur du symbolique, S majuscule. Il et elle soutiennent de plus que ce refoulement primaire fonde la possibilité de l'individuation et de la parole signifiante. La parole est nécessairement métaphorique au sens où le référent, l'objet du désir, est en déplacement continu. Judith Butler, Trouble dans le genre, page 162. Cet auteur et philosophe, fréquemment cité par les 2e années de Sciences Po Toulouse, tous traumatisés, tente de nous apporter une réponse sur la question de la compréhension du genre de l'individu. Je cherche également par cette citation, cher jury, bonsoir, cher public, à prouver qu'il n'existe pas en philosophie de questions avec une réponse unique. Et je me demande même si poser la question qui mène à cette réponse précitée ne serait pas juste tenter de mener sa propre réflexion sans forcément en attendre une réponse. Ainsi, l'affirmation de Confucius ici me semble peu justifiée pour conclure que lorsqu'un philosophe me répond, je ne comprends plus du tout ma question. C'est pas clair, hein? Mais prenons des exemples concrets. Il est vrai que dans un tribunal, les questions sont faites pour connaître leur réponse, si possible précise, dans l'idéal exact, même si l'accusé tente de nous embrouiller. Il est vrai qu'il sera rare pour un médecin de ne pas attendre la réponse de son patient en lui prescrivant du Gévatran recommandé pour les maladies cardiovasculaires alors qu'il était venu pour une entorse au poignet droit. Il est vrai que lorsque l'on va acheter son poireau au supermarché le dimanche matin ou le jeudi 14h, tout dépend de votre tranche d'âge, quand on demande son prix, on préfère entendre « il coûte 99 centimes » plutôt que « vous savez, c'est plus trop la saison, mais j'ai aussi des tomates ». Donc oui, lorsque je demande le prix de ce poireau et qu'on me répond 99 centimes, j'ai compris ma question
Et même si le premier gars à qui je l'ai posé est un philosophe et qu'il me répond en citant l'état de nature de Hobbes, ma question restera le prix et la réponse restera tout de même 99 centimes. C'est un fait. Mais tout cela serait partir de la prénotion qu'un philosophe est forcément tordu. Qui vous a dit, public, jury et surtout créateur de sujets, qu'un philosophe donnait forcément une réponse alambiquée? Qui vous a mis un biais vous indiquant que si on posait une question à un philosophe, alors sa réponse serait forcément tordue? Quelle vision péjorative du philosophe avez-vous? Cet homme, pourtant comme les autres, qui cherche simplement à comprendre les choses de la vie, celui qui réfléchit presque à notre place pour essayer de comprendre le monde et de déterminer qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier. Alors remercions-le de construire une réflexion sur laquelle nous pouvons nous interroger par la suite en cours de philo en terminale. Remercions-le de s'asseoir à son bureau devant son papyrus /feuille /ordinateur portable /machine à écrire. Remercions-le de se promener à Byzance, Alexandrie ou les grandes capitales européennes des Lumières et afin de penser à ce qui l'entoure. Car le philosophe n'est pas forcément le tordu que l'on a pu décrire et que l'on dépeint trop souvent comme tel. Non, le philosophe, c'est le réfléchi, le révolté souvent, l'engagé tout le temps. Le philosophe, c'est celui qui est sage, celui qu'on écoute, celui qui explique. C'est le vieux du village en quelque sorte, qui vit dans sa cabane tout là-haut et que l'humanité va chercher pour lui demander conseil. Car quid de nos idées, quid de nos lumières? Quid de notre démocratie sans philosophie? Et même si le philosophe peut se contenter de sérénité et de simplicité autant que d'envolée lyrique, il n'est pas résignation, manque d'ambition et insouciance. Alors TBS, toi qui défends que tu ne comprends pas l'homme qui te répond quand tu as enfin eu la bonne idée de lui poser la question, alors même si ta question tu ne la comprenais pas toi-même car tu essayais d'user de mots compliqués pour tenter de l'impressionner tels que palindrome, acrimonie ou bien paupérisation, et la sagesse de lui reconnaître ses qualités et la sagesse pour une fois de l'écouter. Il n'est pas histoire ici de poireaux car tu sais lire les étiquettes des prix autant que nous tous et que l'état de nature n'atteint pas le monde du marketing. Mais s'il faut un exemple plus simple, alors compare ce poireau à une question sur le monde. Et Confucius pourra bien dire tout ce qu'il voudra, je t'assure que ta question, tu la comprendras. Merci Camille. Et on va passer maintenant au troisième sujet que vous attendez tous. Faut-il être populiste pour être populaire? Et c'est d'abord un participant de TBS qui va commencer, c'est Valentin. Et vous commencez à y être habitués, chers amis de Sciences Po, trouvez-nous un mot pour Valentin. Vulgate. 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 Très bien. Vulgate. Bon courage. Merci. Je sais que la populace fait du bruit, mais s'il vous plaît, taisez-vous, j'essaie de parler. Merci. Bonsoir. Alors, déjà, on va se mettre d'accord sur les notions, parce que peut-être nous on sait, mais Sciences Po ne le sait pas forcément. Populaire, c'est ce qui émane du peuple, ce qui attire le peuple et ce qui est aimé par le peuple aussi. Un mot qui semble vulgaire dans un récit ou un texte aussi de façon littéraire. Le populisme, on va s'arrêter un peu plus, c'est une idéologie, un mouvement politique qui se sont développés dans la Russie dans les années 1970, et en fait qui préconisait une voie spécifique vers le socialisme. Aujourd'hui, c'est aussi une idéologie politique de certains mouvements de libération nationale visant à libérer le peuple. Tendance artistique aussi aujourd'hui au niveau de la littérature, puisque c'est une tendance artistique qui s'attache à l'expression et la vie des sentiments des milieux populaires. C'est donc aujourd'hui l'intérêt du peuple par rapport aux élites. Mais aujourd'hui, on parle de menaces pour la démocratie, d'une dérive populiste, d'une tentation populiste, d'un danger populiste. Populiste, en fait, aujourd'hui, dans le langage médiatique, c'est soit un facho, soit un démagogue. Alors, dans le sens premier, finalement, populiste et populaire, c'est lié, puisque c'est de la même étymologie. Donc, du coup, c'est simple, basique, parce que vous êtes trop cons.
on va s'élever un petit peu et on va aller dans le sens un petit peu littéraire. On va citer Zola avec Nana ou Germinal, puisque dans ces livres-là, que vous avez sûrement lus en seconde ou quelque chose comme ça, et qui en fait va exprimer la beauté de la classe populaire ou de la société industrielle. C'est aussi l'utilisation des mots populaires, donc je reviens à la définition que je vous avais dit tout en haut, qui en fait est à dessein dans Zola, puisque c'est pour choquer le lecteur et en fait l'introduire et forcément lui donner envie de s'intéresser à la classe populaire. Enfin, on va citer Alcool, quelque chose de très connu à TBS, d'Apollinaire, en fait, donc là, à la base, c'est un poème, où en fait, il va décrire le fonctionnement d'une usine d'une façon belle et angoissante. Mais, et c'est là où on va voir cette dualité de la populace, elle est attrayante, mais elle fait aussi peur. Enfin, on note aussi l'intérêt des classes supérieures pour les classes inférieures, puisque dans leurs livres, Zola n'est pas du tout de la classe populaire, mais il s'intéresse à ces gens-là, parce que finalement, c'est une masse, et ces gens-là comptent dans la vraie vie. Et aussi, c'est aussi prendre le pouvoir pour cette classe, puisque c'est être représenté. Puisqu'avant, on avait une représentation que d'une classe élitiste, et là, finalement, cette classe-là va gagner en crédibilité, en légitimité. Bon, vous l'attendez tous, on va arriver au point Goldwyn, on va parler d'Hitler, forcément. Donc le populisme, ça déchaîne les foules, ça motive la populace, ça fait de la populace le cœur du pouvoir. Mais finalement, ça ne serait pas la démocratie moderne, puisque si on revient encore une fois à l'étymologie, on m'appelle Jean-Michel Français. Et du coup, démos, c'est le peuple, kratos, le pouvoir. Donc démocratie, le pouvoir du peuple. Et finalement, est-ce que ce populisme ne serait pas la vraie démocratie? Mais aussi, ce populisme, on en parle sur la méfiance des élites, la volonté d'autodétermination. On voit avec Hitler sur les élites juives. Et en France aussi, le 6 février 1934, quelque chose qu'on connaît très peu, et où les ligues en fait, ont failli juste renverser le pouvoir français. Et la France a failli, ce jour-là, être fasciste elle aussi. Et bizarrement, 2 ans plus tard, il y a le Front populaire qui arrive. Et aujourd'hui, on voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que les inégalités se sont créées. Et on note aussi une perte d'identité, une impression de l'individu qui se fond dans la masse. Une dilution de la culture, du mondialisme. On tend vers un globalisme, un universalisme, mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et on essaye de vivre avec, mais on ne comprend pas trop. Et c'est aussi donc une perte d'essence, une perte de repères, et c'est on va comprendre un repli identitaire à ce moment-là. Et aussi, aujourd'hui, on voit que ces populismes gagnent des voix par rapport aux classes moyennes, car celles-ci se paupérisent. Elle revient à l'état de peuple alors qu'elle s'était élevée plus tôt. Et je vais vous faire un petit rappel rapidement. C'est qu'un pays développé, finalement, c'est qu'un pays où il y a une classe moyenne. On voit que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres, il y a toujours plus de pauvres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de pauvres à TBS, mais bon, ça doit être des étudiants de Sciences Po. Très bien. Voilà, on critique les élites, on a une perte de confiance et on a des mouvements d'extrême qu'on ne veut pas analyser, qu'on ne veut pas comprendre et qu'on dit finalement populistes parce que ça nous arrange. En conclusion, finalement, le populisme ne serait pas-il voué à être populaire, puisque c'est dans son ADN, son étymologie. C'est sûrement une réappropriation du pouvoir politique de la masse, celle que l'on n'entend jamais, mais celle qui gronde dès qu'elle n'est plus écoutée ni prise en compte. C'est d'elle que parle la démocratie et c'est à cause d'elle qu'elle peut vaciller. Alors apparemment, le mot a encore une fois été oublié du côté de TBS. Voilà, mais merci du coup pour ce discours quand même, Valentin. Du coup maintenant, du côté Sciences Po, je vous demande d'accueillir Francesco à la négative. Alors, pour le mot, on me propose shotgun. 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 Allez.
Faut-il être populiste pour être populaire? C'est une très jolie question. Très bien construite avec cette jolie allitération entre populiste et populaire qui semble justifier les arguments de mon contradicteur. Soit dit en passant, il a l'air très gentil, oui. Très, très gentil. Moi, toute cette gentillesse, ça me pose problème. Parce que c'est quoi être populiste? Populiste, c'est parler pour le peuple avec le langage du peuple. Et il est là le problème. Parce que c'est quoi le peuple? Je vais vous le dire, moi, c'est quoi? C'est une bonne moitié d'ignorants et une autre moitié de dépravés. Mon oncle qui bat sa femme quand il est bourré fait partie du peuple. Sa femme qui se fait frapper mais qui l'aime quand même parce que c'est pas sa faute fait partie du peuple. Et moi, ce peuple-là, je ne l'aime pas. Et je me permets de citer Bukowski, grand écrivain américain, qui avec une grande finesse a écrit, je cite, « Voilà de quoi est fait le peuple de tripes, de merde et de jus gluant. » J'adore. Je vous dis tout de suite, j'adore. Et je conseille vivement cette lecture à tous les esprits vierges d'intelligence et d'esprit critique dans cette salle. Du coup, ce peuple, j'ai arrêté de l'idéaliser, de croire en sa rationalité, de croire en sa cohérence. Le peuple n'aime pas le peuple. Si vous allez voir un chômeur et vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense des autres chômeurs, il vous dira certainement qu'à part lui, ce sont tous des branleurs. Parce que le peuple est maso. Et pour qu'il vous aime, il faut le faire souffrir. Il faut parler un langage qu'il ne comprend pas. Il faut le mépriser. Et je vous donne un exemple concret. L'année dernière, je faisais une conférence sur le pouvoir des mots. Et à la fin, un jeune homme est venu me voir pour me congratuler. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait pu apprécier dans mon discours. Et là, il m'a répondu. Il a osé me répondre. Ah ça, je ne sais pas. Tu utilises des mots trop compliqués comme faramineux, châtaigne, je ne sais quoi. Mais t'inquiète pas, c'était quand même génial. C'était quand même génial. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'étais ahuri, sidéré face à cette absurdité. Et je me suis demandé à quoi bon essayer d'être compris par ce peuple qui ne veut comprendre, qui aime se faire traîner sans réfléchir, qui aime se faire soumettre. Parce que l'homme est une larve, le peuple est un ensemble de larves, et le populisme, c'est le bruit agaçant de ces petits insectes juteux. Et je me permets une autre anecdote personnelle qui est assez édifiante pour comprendre la formation de cette pensée que je viens d'énoncer. Jeudi soir, je me promenais dans les rues de Toulouse pour chercher l'inspiration pour ce discours, quand tout d'un coup je croisais une très jolie boulangère qui devait certainement rentrer du travail. Et cette jolie boulangère a eu l'amabilité de me proposer une petite gâterie à 30 €. Or, bien évidemment, avec beaucoup de regrets, j'ai dû refuser, je voulais juste de manger. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris pour une boulangère, qui était totalement hors contexte, qui n'avait aucun sens. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, le peuple est mort le jour où il est devenu un et indivisible. Étonnant. Des rencontres étonnantes. Et puis, elle est partie, fière et cruellement magnifique. Mais cette phrase, elle m'a fait réfléchir. Elle m'a même bouleversé, je dirais. Elle a remis en cause tout ce que je pensais. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Moi qui apprends à marcher, moi qui apprends à parler, moi qui me fais toucher par le curé. Mes premiers amis, mes premiers amours, mes premières fois, pas avec le curé, je précise. Et puis elle. Et j'ai compris. J'ai compris que faire partie du peuple, c'est le meilleur moyen de tomber dans l'anonymat, de se faire cracher à la gueule par ses semblables, de se faire haïr pour ne pas avoir été capable d'être différent. Pour être populaire, on ne peut pas faire partie du peuple. On ne peut pas parler son langage. On ne peut pas être populiste. Merci et au revoir.
Ok, merci Francesco. Alors on va faire une petite pause avec les sujets traditionnels. Je veux bien le micro Ben parce qu'on va passer à la joute. Donc je vais appeler les deux orateurs du côté de Sciences Po et de TBS. Philémon pour Sciences Po et Théophile pour TBS. Applaudissez-les. Et on va vous laisser juste le sujet. Et donc, faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre? Un, deux, bonsoir. C'est bon? Ça marche. Tu veux commencer? Je te laisse. Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, le sujet, bien plus simple que les philosophes, vous l'avez compris. Faut-il vivre pour manger pour vivre? À cela, je voudrais vous poser un petit constat, tout à fait intéressant. Avez-vous déjà essayé de nourrir quelqu'un qui est mort? À moins de mettre les doigts très profonds, pardon de l'expression, c'est très difficile. I'm loving it, vous direz-vous. En cela, il faut bien vivre pour manger. Je suis en désaccord total avec cette position. Je mange pour vivre. Pas pour avoir la vie d'Obélix. Je mange pour être. Je mange pour pouvoir chanter avec mes amis de TBS. Je mange pour pouvoir faire la fête avec eux. Je mange pour apprendre au sein de cette école. Manger pour vivre, c'est essentiel. Je mange pour en quelque sorte être, profiter de cette vie avec un grand vie. Manger cette vie, en quelque sorte. Vous avez tout à fait raison. Il est vrai, on ne peut pas dire non. Vous mangez pour vivre. Il faut bien, pour vivre, manger. Nous avons eu tous les deux la même pierre d'achoppement. Ici, dans notre deux histoires, nous avons occulté le fait qu'il faut distinguer vivre et exister. Vivre est différent d'exister. Nous mangeons non pas pour exister, nous mangeons aussi pour vivre. Et tout ce que cela apporte. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre. Parce que vivre pour manger, c'est cultiver le désir. Et c'est la seule chose qui est possible de faire avec manger. Ainsi, manger pour vivre, c'est penser que l'on peut réussir en mangeant à satisfaire un désir. Attention, c'est compliqué, vous suivez toujours. Mais vivre pour manger, c'est justement cultiver ce désir. Parce que Granola ne nous dit pas, ne pariez jamais. Simplifions les choses. Simplifions les choses. Je pense pour mes amis de TBS et aussi de Sciences Po, il faut simplifier les choses. Parce que je pense une chose simple, disons vivre, assimilons à exister. Mais vous confondez objet de besoin et objet de désir. Qui est une distinction? La nourriture est un besoin et non un objet de désir. Quand on mange un signifiant. Pour reprendre Lacan, qui a été cité tout à l'heure, ce signifiant est présent que si la nourriture est un besoin. Si on est comme la boulimique et on est incapable de dire « je n'en peux plus, je n'en veux plus ». Non, la nourriture est un besoin. Et on a besoin de cette nourriture pour pouvoir désirer. Mais on ne peut pas désirer cette nourriture, sinon on s'égare. Et s'égarer est un problème. C'est tout à fait vrai. Vous avez raison. C'est fou. Je vois que mon partenaire n'est jamais en désaccord avec moi. Ça commence mal. C'est quand même très intéressant. Et à cela, je n'ai pas fini. Vous avez raison, mais en même temps, vous avez tort. Car bien évidemment, dire que là, vous avez démontré la fonction de manger. Que là n'est que pour vivre, mais vivre est différent d'exister, en que ça comporte, et ça charrie avec lui, tout un ensemble de choses qui font que la vie est la vie. Et ainsi, vous avez dit que la nourriture est un objet de besoin et non de désir, mais pourtant, tu avais dit qu'on mangerait des knackis, non? Et oui, et là est la chose. Aujourd'hui, avec la fétichisation de la nourriture, là est la seule vivance et la seule fois que nous vivons nos passions, et ainsi, il faut vivre à travers la nourriture et vivre pour manger, parce que vivre pour manger, c'est satisfaire ses passions. Et là est l'égarement. Et on le verra avec Pascal, qui dit que justement on doit respecter ses passions. Mais prenons un exemple que tout le monde connaît ici dans cette salle, Obélix. Très simplement, dans tous les ouvrages d'Astérix et Obélix, il y a un moment où Astérix dit « Allez, on passe sur les gros, c'est facile. » Obélix, tu nous fais honte. Pas parce qu'Obélix est gros, non, ce serait trop facile. Mais parce que Obélix est mauvais. Non, parce que vivre pour manger est un égarement, est un excès, c'est succomber à ses passions. On ne peut pas, parce qu'on est tous là, en train de manger à la table de la vie. Cette métaphore, attendez, cette métaphore est intéressante. Je mange à la table de la vie, même si mon voisin se goinfre. Mange avec les mains, vomit à table. Je dois par dignité, parce que ceci, le respect, c'est pas parce que mon voisin vomit à table que je dois vomir aussi. C'est vrai, c'est pas faux, c'est bien. Il y a une certaine dignité à avoir. Et alors là, je ne prendrai même pas de détour, c'est carrément faux, parce que vivre pour manger n'implique pas que l'on fait que manger dans la vie. Vous avez essentialisé la chose, vivre pour manger, c'est bien ça. C'est de voir qu'aujourd'hui, autour de nous, si nous voulons vivre en société, parce que caprice des dieux, caprice à deux, il faut... Merci. Nous pouvons passer aujourd'hui la vie sociale qu'à travers la nourriture. Il ne faut pas manger pour vivre, ce n'est pas que ça. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui vivent pour manger ne sont que des Obélix. Non.
Aujourd'hui, et là mon argument, une des seules manières de vivre passionnément en société est au travers de la nourriture. Est-ce vraiment la nourriture qui nous permet de se sociabiliser? Combien d'entre vous ici, en plein amphi, regardent des recettes de cuisine à base de 50 kilos de fromage? Là est la seule chose. Nous pensons bouffe, nous vivons bouffe, et il ne faut pas seulement manger pour vivre, mais vivre pour manger, car c'est vivre. Qui ici regarde des recettes en ce moment à base de 50 kg de fromage? Je pense que personne. Et je pense que la majorité, vu que nous sommes à TBS, que nous, contrairement peut-être à Sciences Po, vous n'écoutez pas en cours, nous suivons, nous ne regardons pas des recettes. C'est étonnant, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À cela, j'ai pas fini, je reprends sur un point. Je pense pas que ce soit le seul moyen de se sociabiliser. J'aimerais partager avec vous un repas, justement, pour vous rencontrer, parler. Si vous rigolez pas à côté, ça va. Ça. Mais il n'y a pas que ça. La vie ne se résume pas à manger. On ne peut pas. Il y a plein d'autres choses. Quand on va en cours, on ne mange pas. Quand on est dehors, on ne mange pas tout le temps. C'est-à-dire que cette nourriture, c'est un besoin. Mais comme vous le dites, il n'y a pas que la vie comme je l'ai assimilée, mais il n'y a pas que cette nourriture brute. Il y a aussi cette nourriture intellectuelle. Et on a besoin de cette nourriture intellectuelle pour vivre, pour être debout, pour reprendre l'expression des Allemands, avoir une colonne vertébrale et être un acteur en société. Et sauf que si on vit seulement pour manger, on n'est plus acteur, on n'est plus objet de subjectivité. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. C'est exactement le sujet, comment vous l'avez détourné. C'est exactement la même chose. L'idée n'est pas seulement de vivre pour manger, ce n'est pas que ça. Dans le faut-il, c'est vaut-il mieux manger pour vivre, vivre avec un certain assesse, ou vivre pour manger et participer à cette chose ambiante qu'est la fétichisation de la nourriture. Je veux dire qu'il vaut mieux manger pour vivre, il vaut mieux vivre pour manger, pardon, que manger pour vivre. En ce qu'aujourd'hui, lapsus révélateur. On fait la conclusion. En ce qu'aujourd'hui, le let's do it a perdu toute sa consonance sexuelle, mais est devenu. Alors, on fait une raclette? Je laisse le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce super moment, cette superbe joute. Pour ceux qui viennent d'arriver, il reste des places de l'autre côté de l'amphi, donc n'hésitez pas à vous installer. Voilà. En fait, je laisse que les gens, je crois qu'ils arrivent, ils mettent trop de micros, ils arrivent avec leur portable. Il faut éteindre les portables. Les portables, Du coup, on va accueillir Zélia de Sciences Po, qui va nous défendre un dimanche à la campagne ou un samedi à Paris. Du coup, TBS, on ne change pas d'habitude, il faut nous trouver un mot. Un mot compréhensible. Il nous faut un mot. Bon alors, il propose shotgun puisque le précédent candidat n'a pas dit ça. Voilà, quoi, un mot? Guy. Un dimanche à la campagne. Le silence. Les mouches. Toc. 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 L'horloge de grand-mère style Renaissance. Le silence. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, étudiantes et étudiants, j'ai de loin ce soir le sujet le plus palpitant de la compétition. Un grand merci au comité d'organisation. Alors bon, pourquoi vaut-il mieux être à la campagne le dimanche plutôt qu'être à Paris le samedi? Eh bien, je dirais qu'avant tout, à la campagne, c'est un peu comme McDo quand ils vous disent « venez comme vous êtes ». Et ça fait du bien. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre de bien s'habiller, de s'épiler,
de se maquiller, de se laver même. À la campagne, au moins, on vous laisse tranquille. On ose tout sans être jugé, et surtout le dimanche. Leggings, pattes de chameau, claquettes, chaussettes, port du mulet, tout est permis. Pourtant, à Paris, on vous traiterait de beauf, de campagnard, de has-been. Mais ces campagnards, comme vous dites, eux au moins, ils sont libres. Loin de l'oppression capitaliste, du diktat de la mode, des faux-semblants. Et puis à la campagne, c'est la nature, c'est la vraie vie, quoi. C'est nos rivières, c'est nos montagnes, c'est la vie même, le monde animal. Ouais, je veux dire, à la campagne, les arbres présents n'ont pas été plantés artificiellement. L'air qu'on respire ne provient pas des pots d'échappement, et les animaux que l'on peut apercevoir ne sont pas seulement des pigeons ou des petits chihuahuas appartenant aux vieilles des quartiers riches. Si vous aimez la simplicité, n'allez pas à Paris un samedi. Entre les 1001 expositions, les magasins bondés de monde, et les clochards qui boivent de la 8-6 et qui hurlent jusqu'à 5 h du matin dans les rues de Paris. Et si vous avez beaucoup de mal, comme moi, à prendre des décisions dans votre vie, et que vous vous dites souvent « Dois-je plutôt aller à ce petit concert de jazz au coin de la rue, ou bien à ce set électro dans une galerie d'art underground ?» Pas de panique. À la campagne, il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de bruit. On n'est pas pressé. Bon, ok, je vous accorde, parfois le dimanche, il peut se passer certains événements, mais vu que c'est le seul, il ne fera pas concurrence aux autres. Et donc, parmi ces quelques rares événements, j'aimerais vous parler d'un qui me tient particulièrement à cœur, les lotos de campagne. Oui, alors c'était toujours l'événement dans le village de ma grand-mère. Ça durait jamais très longtemps, seulement de midi à 20h30. Et il y avait toujours ce petit vieux qui associait chaque numéro avec un département. Vous l'avez connu lui aussi, insupportable. Puis il y avait aussi la catégorie du râleur, c'est-à-dire dès qu'il y avait une quine, il allait dire « Prouvez-le, prouvez-le !» Et puis il y a ceux comme moi qui participent chaque année et qui gagnent jamais rien. Ah si, pardon, une fois j'ai gagné un décapsuleur en forme de gui, et là, je peux vous dire que j'ai l'impression d'être la reine du pétrole. Enfin, les dimanches à la campagne, c'est aimer l'ancien. Les meubles rustiques, les vieux châteaux, les photos de famille moisies, les jeux de société où il manque des pièces, les incontinents. Oui, beaucoup d'entre nous connaissent sûrement ces parties de belote interminables avec notre grand-mère au coin du feu, charentaise aux pieds. Alors, qu'attendez-vous? Ne reniez plus vos souvenirs d'enfants, sortez de votre bulle citadine et prenez un billet pour la campagne. Donc, cher contradicteur, peut-être que je parle pour ne rien dire et que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Merci. Merci à toi Zélia. Et maintenant, pour défendre l'affirmative, je vais donc appeler Nicolas pour TBS. Ah, et on va donc, comme vous avez l'habitude maintenant Sciences Po, vous demander un mot. Ben, on a le mot thyroïde. Thyroïde. Avant toute chose, on va remercier notre contradictrice pour sa démagogie et son exposition de clichés sur Paris. C'est une triste histoire que j'ai à vous conter, mon cher auditoire. Mon médecin s'adresse à moi et me dit d'un air grave « Vous allez bientôt mourir, il ne vous reste que quelques jours. Qu'aimeriez-vous faire avant cette heure fatidique ?» Question mordante. Question brûlante, mais question importante. Ne niez pas, ce serait mentir si vous ne l'avouez pas. Il est important, non fondamental, pardon, de répondre à cette interrogation restée en suspens trop longtemps. C'est une des questions fondamentales de l'existence, aussi importante que de s'interroger sur les relations diplomatiques entre la Corée du Nord et les États-Unis, que de savoir qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, ou les seins de Nabila sont-ils des vrais? Faites un choix, mais ne vous trompez pas. Effectivement,
cela a un prix, celui d'impacter tout le reste de votre vie. Ainsi, voilà que commençait désormais le premier jour du reste de ma vie. J'avais donc deux choix qui s'offraient à moi, un samedi à Paris ou un dimanche à la campagne. Je réfléchissais, mais mon temps était compté. Adieu, veaux, vaches, cochons couvés. Me voilà désormais dans la capitale. Je suis au centre du monde, mais à la fin de ma vie. Profitant de chaque instant, je erre, je me perds dans les rues austères d'une ville pleine de caractère. Je découvre avec émerveillement de nouveaux bâtiments, arpentant chaque rue avec une sensation d'inconnu. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, voilà que je m'enfonce dans les tréfonds de la ville. À chaque pas, je reconnais le Paris d'Aragon, cette ville battante, cette ville résistante. J'entends au loin les cloches de Notre-Dame sonner une heure nouvelle. Les gens, autour de moi, se font pressants, exaltés par la frénésie du samedi. Vite, vite, il faut se dépêcher. Je décide alors d'emprunter le RER-C, aussi bondé qu'une navette un soir d'aubé. J'y observe avec émerveillement le balai incessant des passants. C'est sûr que côté diversité et animation, j'en ai un peu plus qu'un dimanche à la campagne. C'est pas avec les 3 personnes sur la place du village et puis le tracteur qui va à 5 à l'heure que j'aurais été distrait. Du haut de Montmartre, j'observe désormais les lumières de la ville. Perdu dans mes pensées et devant tant de beauté, m'étouffant, risquant le cancer de la thyroïde. J'en oubliais que commençait la soirée. Je me dirige donc vers le quartier latin où une ambiance électrique est dans l'air. Je sens que je suis au bon endroit pour terminer ma vie. Ce soir, cela va être le feu d'artifice de ma vie. Autour de moi du son qui résonne comme une explosion. Ah, que de vie ce samedi. Voilà que je brûle les planches sur la piste de danse. Quoi de mieux pour un concours d'éloquence? Voilà que je me mets à boire. Je suis prêt pour la fièvre du samedi soir. Et Paris bouillonne, Paris détonne, Paris résonne. Il faut cependant que je vous laisse. Ma journée est terminée. Je vais pouvoir mourir en paix, car il est 5 heures, Paris s'éveille. Ah, si seulement je pouvais la mettre en bouteille. Qu'aurait-on trouvé un dimanche à la campagne? Un temps déprimant? Un enterrement à Ornans? Ou le traditionnel apéro des poivreaux? À ce petit jeu de devinette, je ne veux même pas jouer. Alors pour sûr, vous me répondrez que je me suis trompé, que Paris un samedi c'est pourri, car c'est pollué, car il y a des bouchons, car il y a trop de monde, qu'il vaut mieux un dimanche à la campagne, car c'est calme, c'est reposant. Moi je vous réponds oui, c'est sûr pour un dimanche. Que l'on peut tout autant se reposer, que l'on peut tout autant profiter en allant se balader dans les champs, mais à cela, je vous répondrai alors que vous ne savez pas vous satisfaire de ce que vous avez, que comme d'habitude, tout ce que vous venez d'énoncer, c'est de la poudre de perlimpinpin. Jamais vous ne pourrez remplacer l'ambiance si particulière de Paris un samedi, que Paris un samedi par un dimanche à la campagne. Vous me répondrez que la campagne c'est festif, c'est champêtre. Dans ces cas-là, c'est que vous n'avez jamais vu Paris un samedi. Pour moi, la campagne, c'est avant tout de la terre, de la boue, du crottin et des bottes de foin. Retournez dans vos palaces l'étudier de loin, mais vous ne savez. Reprenons, ici, le fil de ma narration. Avant tout, si je suis devant vous aujourd'hui et encore en vie ce lundi, c'est parce que j'ai passé mon samedi à Paris. En effet, si Paris vaut bien une messe, alors Paris vaut bien un samedi. Enfin, il me vient une réflexion. Poser cette question et faire cette opposition est un outrage à Paris, et à cela je n'ai qu'une seule réponse, et ceci est mon choix. Paris, Paris outragé, Paris martyrisé, Paris brisé, mais Paris libéré. Merci Nicolas. On va passer au prochain sujet. Les grandes écoles le sont-elles vraiment? Avec à l'affirmative Michael de Sciences Po. TBS, à vous de proposer le mot. Ah, ça fourmille par ici. Alphabet. Alphabet.
Chers amis, chers jury, TBS, nous sommes ce soir en présence de grandes écoles. D'un côté, la très prestigieuse et renommée Sciences Po. Et de l'autre, une école un peu moins connue, TBS. Malgré leurs différences d'enseignement, leurs différences d'ambition aussi, elles partagent néanmoins un point commun, leur grandeur, qui n'est ni le fruit d'un fantasme, ni le fruit d'une illusion, mais bien d'une réalité qui a survécu au temps et qui n'a plus lieu d'être démontrée. Alors les grandes écoles le sont-elles vraiment? Prenons l'exemple de Sciences Po, histoire que ça parle à tout le monde. Les IEP n'ont-ils pas été créés par le général de Gaulle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de renouveler les élites françaises, de bâtir un projet pour une certaine idée de la France, de garantir un futur pour notre nation? Cette grande école qu'est Sciences Po a permis aujourd'hui à la France d'assurer sa position de 5e puissance mondiale. Les grandes écoles le sont par notre grandeur d'esprit, par notre grandeur de parcours, par la grandeur de notre ambition, de notre mérite, à la hauteur de nos sacrifices, qu'ils soient temporels ou financiers, surtout pour TBS. Ces écoles sont grandes par leurs représentants, parce que nous véhiculons. Et comme le disait l'écrivain et dramaturge Jules Romain, peut-être que vous connaissez, les esprits d'élite discutent des idées, les esprits moyens des événements, les esprits médiocres discutent des personnes. Eh bien, cette élite, c'est nous. Cette élite des idées. Cette élite qui sait au moins réciter l'alphabet en entier. Cette élite qui prend du chocolat chaud de marque Angelina et qui ne se réduit pas du Nesquik. Nous sommes les enfants de l'élitisme républicain. Nous sommes l'émeraude de la République. Nous sommes le diamant pur de l'enseignement supérieur. Nous sommes le cristal de la nation. Qu'il est détestable, et en témoigne ce sujet, de douter un seul instant de la grandeur de nos grandes écoles nationales, qu'elles soient Sciences Po, l'ESSEC, HEC, l'ENA, et peut-être même TBS. Ne sentez-vous pas les rampants populistes qui veulent vous faire douter de votre place, pour qui le mot élite côtoierait celui d'injure? Mais de quelle injure parlons-nous? Sinon de celle d'être aux manettes du futur. De quelle injure parlons-nous? Sinon de celle de s'extirper de cette plèbe, de ce peuple qui, comme l'a rappelé mon très cher collègue Francesco Gallo, prof à la Sorbonne, n'est qu'un ensemble de larves juteuses. Non, nous avons refusé de nous emprisonner dans un corps anonyme parmi une masse d'inconnus qui n'ont aucune prétention d'eux-mêmes, aucune conscience, aucune estime. De quelle injure parlons-nous? Sinon de celle d'être au rendez-vous des défis de demain. Oui, les grandes écoles le sont vraiment, parce que nous avons fait le choix, comme le disait notre grand guide spirituel et grand maître des élites Emmanuel Macron, de ne pas être des fainéants, des moins que rien. Notre destin n'est pas celui de se rabaisser à la médiocrité des universités, à la médiocrité des DUT, à la médiocrité des alternances. Nous avons refusé la médiocrité pour choisir la voie de l'excellence. Et aujourd'hui, soyez fiers que l'on vous dise que la France est à l'image de ses élites, parce que la France, c'est nous, la République, c'est nous, l'Europe, c'est nous, l'Assemblée nationale, c'est nous. Et de quoi allons-nous nous excuser? D'avoir opté pour l'excellence au détriment de la déchéance? Alors mes amis, chères élites, cher avenir de la nation, je vous le dis avec ma plus grande estime pour vous. Méfiez-vous. Attendez de mon contradicteur un discours contre l'intelligence démago, à la gloire de ces petites gens pour qui nous devrions nous agenouiller. L'histoire n'a pas été bâtie par ceux qui ont gardé la tête sous l'eau, par ceux qui ont coulé et qui ont vocation à rejoindre les épaves du Titanic, non, mais bien par ceux qui ont une fois relevé la tête et qui ont su atteindre la surface. Merci à vous. Merci Mickaël.
Et donc on va maintenant passer à notre dernier orateur. Donc ne quittez pas la salle, le show des pom-pom arrive tout de suite. Mais notre dernier orateur pour ce sujet vient de TBS et c'est Gaspard. Et dernier mot pour Sciences Po du coup. On a un mot? Apothicaire. Apothicaire. Bon courage. On a du mal avec les mots en plus de 3 syllabes. Vous avez rien d'autre? Non? Chers camarades de TBS, chers contradicteurs de Sciences Po Toulouse, félicitations. Vous venez d'atteindre le Saint Graal. Vous avez intégré une grande école, le tremplin vers la gloire. Vous rejoignez un cercle très fermé. À n'en pas douter, nous sommes les futurs leaders du monde libre. Bienheureux les bien-nés, soyez les bienvenus. Car c'est dans nos rangs que les élites se reproduisent et que les nantis se cooptent. Et que, paraît-il, l'on cultiverait l'entre-soi. C'est tout à fait exact. Mais que cela reste entre nous. Au fond, nous avons toujours su que nous étions différents, incompris. Aussi, lorsqu'en classe de terminale, nous avons reçu cette lettre signée de la main d'Albus Dumbledore, nous n'avons pas vraiment été surpris. Ainsi, il existait des grandes écoles pour les élèves comme nous, doués d'un pouvoir supérieur. Des écoles où les gens nous ressemblaient, beaucoup. Nos prédispositions naturelles, le choix Po, ainsi que Feu, la plateforme APB, décidèrent de nos orientations. Les ingénieurs, travailleurs et rigoureux furent admis à Serre d'Aigle. Les plus courageux, les élèves officiers de Saint-Cyr, intégrèrent Gryffondor. Poussoufle devint la maison des étudiants de Sciences Po. Tandis que les prétendants aux grandes écoles de commerce rejoignirent Serpentard, la maison des francs-maçons et des fourches-langues. Ah, je sais. Mais revenons à notre propos. Les grandes écoles ne sont-elles vraiment grandes? Sont-elles réellement au-dessus du commun des autres écoles? Méritent-elles cette distinction de taille, ce titre, cette étiquette et autres triple accréditation? Cet attrayant attribut est loin d'être un détail, car il trahit là notre ambition de faire partie de la tribu de ceux qui triomphent, mais qui s'attristent trop peu sur ceux qui triment en bleu de travail. La tribu de ceux qui transpirent et qui trempent sans trêve le col blanc de leur chemise cintrée. Non, non, ce terme de grande école n'est pas approprié, car il est excluant. De fait, s'il y a des grandes écoles, cela implique que les autres, celles qui n'en sont pas, seraient petites, ou tout au plus moyennes. Mais alors, pourquoi parmi les 226 établissements membres de la conférence des grandes écoles existe-t-il de si fortes disparités? N'y a-t-il pas les grandes mines et les petites mines? N'y a-t-il pas le SCP et le SCPO? N'y a-t-il pas d'un côté Sciences Po Paris et de l'autre Sciences Po Toulouse? J'ai bien conscience qu'en m'exprimant à cette tribune, je prêche en territoire hostile. En effet, comment vous convaincre, chers étudiants, que l'enseignement que vous recevez n'a dans le fond rien de particulier, qu'il ne se distingue d'aucune manière, si ce n'est à travers cette appellation, disons-le, pompeuse, grande école. Vous qui vous êtes sacrifiés 2 années durant sur la foi de ce préfixe prestigieux, comment vous faire renoncer à cette idée selon laquelle vous êtes des grands écoliers? Permettez-moi un court récapitulatif historique. Les premières grandes écoles ont été créées au XVIIIe siècle, dans le but de fournir les cadres techniques et militaires au grand corps de l'État. Derrière ces institutions, il y a, on le voit, une mission de service public, une tâche noble, patriote, car la France a besoin de grands hommes. Et à mon grand dame, je le confesse, trop peu de grandes dames. C'est aux grands hommes que la patrie est reconnaissante. Et les grands hommes, naturellement, sortent des grandes écoles, n'est-ce pas?
La France n'a que faire d'hommes grands, il ne s'agit pas là d'une affaire de taille, alors si vous le voulez bien, prenons un peu de hauteur. Le talent ne se mesure pas, il est question de don, d'une attitude et non pas d'altitude. D'ailleurs, le seul président de la République à ne pas être passé par une grande école, n'était-il pas régulièrement moqué pour sa petite taille? C'est QFD. Mais je le déplore, cette grandeur du passé est révolue. Désormais, la crème de la crème se consume au sein des seins. Prestigieuses jadis, nos nobles institutions ont sombré dans le vice et dans la dépravation. Non, mes amis. Selon moi, il ne saurait y avoir de grandes écoles. Nos écoles sont bien plus que cela. Nos écoles sont grandioses, oui, grandioses par leur décadence. Elles sont grandiloquentes par leur déliquescence. Je vous le dis, il n'y a point de grandes écoles. Et cette idée, je la défendrai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour la